Le psoas, définitivement un des muscles les plus fous, mais littéralement des plus fous de notre corps. Il y a quelque temps, on disait certaines choses au sujet de ce muscle, il y a certaines croyances qui se sont formées. Donc plusieurs de ces croyances qui se trouvent être fausses. Le psoas, très souvent identifié en tant que le grand coupable de très nombreux maux qui nous font souffrir, souvent à tort. Il y a d'autres muscles aussi qui peuvent être problématiques dans la même région, tout juste à côté du psoas. Je vais montrer les différents tests à faire pour pouvoir distinguer, pour identifier mais quels muscles sont problématiques et comment les travailler par la suite. Oui? Ensuite, la deuxième chose. Le psoas, il se trouve que ce n'est pas un fléchisseur de la hanche. Pour l'instant, j'en dis pas plus. Et on va parler également du psoas en tant que partie intégrante de la chaîne myofasciale antérieure profonde. Pour la diffusion d'aujourd'hui, je me base beaucoup sur ce livre-là. Vraiment un super livre. C'est écrit par Ivan Ossar, un docteur anglophone. Oui, c'est un des seuls livres qu'il a traduit en français, par ailleurs, mais il est vraiment excellent. Par ailleurs, petite parenthèse amusante, si vous regardez à l'intérieur de ce livre, il y a zéro étirement. Il y a zéro étirement du psoas. On est sur un livre autour de 150 pages, plus 200 pages, zéro étirement. Ça, je pense que ça veut dire quelque chose. Hein. Pourtant, si vous tapez dans la barre de recherche, je ne sais pas moi, yoga psoas, vous allez voir que toutes les vidéos qui vont sortir, ça va être tout le temps les étirements de vos psoas. Peut-être, bon, ça peut être de bons exercices de temps en temps dans certaines situations, mais vous allez voir que uniquement faire des étirements, c'est pas ça qui va rendre votre psoas en santé. Bref, là, je saute ici quelques étapes. Donc là, pour commencer ces diffusions, je vais avant tout, en parlant du problème au niveau du psoas, je vais avant tout parler d'un psoas qui est raccourci. Oui. Mais on garde en tête que ce n'est pas le seul et unique problème qu'on peut avoir avec notre psoas. C'est pas uniquement le raccourcissement. Quand on a le psoas qui est raccourci, ça va souvent se manifester sous forme de douleur, soit dans la région de l'aine, ici, peut avoir un peu de restriction aussi au niveau du mouvement de notre hanche, ou également ça peut se manifester sous forme de douleur au niveau de notre colonne. Oui, donc plus le bas du dos ou le milieu du dos, parce que ce sont les points d'attache de notre psoas. Mais si ce n'est pas le psoas, quels autres muscles peuvent causer des douleurs dans ces régions-là? Donc, si on commence par la région de l'aine, donc ici, on a bien évidemment le muscle grand fémoral. Le grand fémoral, c'est un des muscles du quadriceps. Donc, en gros, c'est lui ici. Oui? Mais ce qui est important à comprendre, c'est que lui, il s'attache également, il a des points d'attache dans cette région-là. Oui? Une raideur excessive du grand fémoral va souvent également limiter la fonction de notre hanche. Faire en sorte que ça va être plus difficile à bouger, ça va se ressentir sous forme de grosses douleurs, des raideurs dans cette région-là. Okay. On a le muscle iliaque. On va souvent parler aussi du combo psoas-iliaque ou iliopsoas, mais iliaque, on peut l'étudier aussi séparément. On a également la bandelette iliotibiale qui participe à la flexion de la hanche, le sartorius, et également le pectiné, le tenseur du fascia lata. Bref, il y a plusieurs muscles, en fait, qui peuvent mener à ce type de douleur. Donc, le test pour vérifier l'extensibilité de votre psoas, c'est un test qui exige une table. Idéalement, il faut que ce soit une table suffisamment haute. Vous voyez, j'ai une petite table, donc je vais pouvoir vous faire une sorte de démonstration, mais quelques détails de plus vont s'imposer. Idéalement, je devrais être capable de poser ma tête sur la table, ok? Chose que je peux faire ici un petit peu plus difficilement. Donc, il faut que la fesse soit pas trop loin. Donc, vous allez faire un test. Quand j'étire ma jambe comme ça, il faut que ce soit à peu près la moitié de la cuisse, pas plus. Ouais? Là, ici, ça va être trop loin. Il faut vraiment être un petit peu plus près du bord de la table, mais pas complètement sur le bord de la table non plus. On parle ici peut-être d'une quinzaine de centimètres. OK?
j'ai un genou que j'amène vers moi, pas complètement collé sur la poitrine, mais une flexion de la hanche. Je veux que mon dos soit collé sur la table et je vais étirer l'autre jambe. Donc ça va être notre position pour faire le test. Donc regardez, quand j'ai le genou qui garde bien un angle de 90 degrés, mais que j'ai la cuisse n'arrive pas à toucher à la table quand c'est décollé comme ça ici, ça veut dire qu'effectivement, il y a des fortes chances que le psoas soit un petit peu raccourci. Donc, si j'ai le derrière de la cuisse qui touche à la table, mais que j'ai le genou qui est comme un peu déplié, un petit peu trop en extension, ça veut dire qu'il y a un problème au niveau du grand fémoral, donc le quadriceps. Oui, c'est ça. Si on va regarder dans l'autre sens, le résultat, on va dire que je suis comme ça ici, parfois la jambe, elle va comme tourner dans ce sens-là, comme ça ici, en rotation, celle qui est tirée. Ça aussi, ça voudrait dire quelque chose. Si j'ai la jambe qui tourne de cette façon-là, ça veut dire qu'on a des tensions au niveau du muscle tenseur du fascia lata. Ça, c'est un muscle qui est étendu. Par ailleurs, va souvent causer beaucoup de tension et de douleur à la hanche, le tenseur du fascia lata. Il y a une autre façon aussi de distinguer si le problème est au niveau du psoas ou plus au niveau du grand fémoral. Donc, déjà, première chose, on va se placer debout. Donc, par rapport au psoas, étape numéro 1, vous placez un pied derrière, l'autre pied devant. Comme ça ici. Les genoux sont un petit peu fléchis. Mettez un peu plus de poids sur la jambe derrière. Et là, vous allez faire une rétroversion du bassin. Donc, je vais faire disparaître la cambrure du bas du dos, ici. Vous voyez? Et là, on regarde. Est-ce qu'on arrive à le faire sans trop de difficulté? Oui. Est-ce que ça tire vraiment beaucoup devant ou pas tant que ça? Ça va. Oui. Si on arrive à faire ce mouvement-là sans trop de difficulté, ça veut dire que le psoas, en tout cas, certains fibres du psoas, a priori, ça va. Maintenant, pour vérifier vos quadriceps, on se place à genoux au sol et également, on essaie de faire une rétroversion du bassin. Vous voyez, moi, j'y arrive. D'effacer la courbure au niveau du bas du dos. J'arrive. Ça veut dire que mes quadriceps ne sont pas... qu'ils ont suffisamment de souplesse. En gros, c'est ça que ça veut dire. Oui. Si on a beaucoup de difficultés à faire ça, ça veut dire qu'il y a de fortes chances que les quadriceps soient raccourcis aussi. Peut-être qu'on a les deux. Peut-être qu'on a autant le psoas qui est problématique que le quadriceps. Ou peut-être ça va être juste un des deux. Et par ailleurs, je trouvais ça intéressant parce que même dans son livre sur le psoas, Ivan Ossar, ici, il raconte l'exemple de cette patiente-là. Donc, vous voyez ici les deux photos. Il y a ici une personne qui a le bas du dos qui est beaucoup trop cambré, le bassin qui est un petit peu déplacé vers l'avant. Donc, quelque chose qui nous fait penser ici à une hyperlordose. Par contre, quand cette personne-là, elle fait ici le test du psoas, ben, elle n'a aucun problème avec le test du psoas. Même, elle présente une hyper-extensibilité du psoas, parce que ça aussi, ça arrive. Ah, ça, c'est quelque chose que je ne vous ai pas mentionné, mais on peut parfois avoir aussi le psoas qui va être trop... Ça va être ici, qui va être beaucoup trop souple. Donc, on a le genou qui va descendre beaucoup plus bas que le niveau de la table. Donc là, ici, on a le psoas qui est juste dans la norme. Ici, on a le psoas qui n'est pas suffisamment souple. Et ici, on a le psoas qui est trop souple, quand le genou descend un petit peu trop bas. Donc, il se trouvait même que cette personne-là, elle a le psoas qui est trop souple. Et au départ, il a raconté le cas de cette personne-là, qu'elle est allée voir un kiné ou je ne sais plus trop qui a dit « Ah, ben, vous devez avoir un psoas qui est raccourci parce que vous avez une hyperlordose. » Et donc, cette dame-là, elle a commencé à faire des étirements du psoas. Mais il se trouve que ce n'était pas du tout adapté à elle. Mais qu'est-ce qui se passe dans son cas? Parce que même son quadriceps est OK. Sinon, on aurait vu le genou moins fléchi. Donc, avec elle, c'était en fait ni un ni l'autre. Ni l'autre. C'était ni quadriceps, c'était ni psoas. Le problème, il était plus haut au niveau de la colonne. En fait,
Elle n'a pas une vraie hyperlordose. Hein? Elle n'a pas le bassin qui est en antéversion pour de vrai. Elle a ici une compensation qui se fait avec le haut du corps qui est trop basculé en arrière. De cette façon-là. Comme ça ici. Sans que le bassin ne soit en antéversion pour autant. Le bassin est OK. Jusque le bassin est par contre un petit peu déplacé vers l'avant, sans antéversion. Et là, le tronc est comme basculé en arrière. Et ça donne cette impression d'une espèce de fausse hyperlordose. Donc, en fait, ce de quoi souffre cette dame-là, dont je vous montre la photo, c'est le syndrome thoraco-lombaire. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube par rapport à ça. Une des dernières vidéos que je montre les exercices. Donc, en fait, elle ne devait même pas tant travailler sur ses jambes, mais plus sur sa colonne pour remédier à la situation. Un élément quand même important aussi sur le psoas, c'est qu'au niveau de la colonne, il s'attache au niveau des vertèbres un petit peu plus basses, mais également les vertèbres plus hautes. Donc, ça va jusqu'à la jonction thoraco-lombaire. Et ce test-là, que je viens de vous expliquer, la souplesse du psoas, en fait, ça indique uniquement le raccourcissement des fibres plus basses du psoas, donc plus jusqu'à là à peu près, mais pas par rapport aux fibres qui vont jusqu'à haut. Pourquoi? Ça, c'est très intéressant. Donc, les fibres qui sont plus basses, elles tirent effectivement la colonne de façon à accentuer un peu la lordose lombaire. Par contre, les fibres qui s'attachent plus haut au niveau de la colonne, elles font l'inverse. Donc, quand j'ai les fibres qui s'attachent plus haut, donc ça va tirer en fait de là jusqu'à la hanche. Ça va plus faire une flexion du tronc. Les fibres plus basses, elles amènent le bassin en antéversion. Les fibres plus hautes, à l'inverse, plus en flexion. En ce qui concerne les exercices, j'ai les exercices aussi aujourd'hui à vous montrer, mais on va faire les exercices un petit peu plus vers la fin. Là, on va enchaîner avec le deuxième point qui stipule que le psoas, au final, n'est pas un muscle fléchisseur de la hanche, ou du moins très, très peu. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment très débattu actuellement dans le milieu des chercheurs qui étudient le muscle psoas. Tel que je vous l'ai dit, il y a encore beaucoup de choses qu'on ne connaît pas, il y a beaucoup d'hypothèses, beaucoup de suppositions. Le rôle du psoas va également beaucoup changer en fonction de est-ce qu'on est debout, est-ce qu'on est assis, est-ce qu'on est couché sur le dos, est-ce qu'on est couché sur le ventre, est-ce qu'on est couché sur le côté. Il ne va pas agir de la même façon dépendamment de la position dans laquelle on se trouve. Mais de façon générale, ce qui ressort dans les dernières études sur le sujet, et c'est de ça que Ivan Ossar en parle aussi beaucoup dans son livre, c'est que même si le psoas participe à la flexion de la hanche, donc permet de faire le mouvement de la flexion de la hanche, c'est loin d'être son rôle principal. Si ce n'est pas son rôle principal, c'est quoi son rôle? Alors, ce que Ivan Ossar et les autres chercheurs disent, c'est que le psoas, avant tout, il permet de centrer la tête du fémur à l'intérieur du caudyle. Ça, c'est la tête du fémur, ça, c'est le caudyle. Donc, de faire en sorte que pendant que les autres muscles fléchisseurs de la hanche, dont le quadriceps, le muscle iliaque, le tenseur du fascia latal, le sartorius, il y en a tout plein qui participent clairement à la flexion de la hanche. Donc, pendant que ces autres muscles-là, ils permettent la flexion de la hanche, mais le psoas, lui, il s'assure que la tête du fémur, elle reste bien sur place, le mieux alignée possible durant tout le mouvement, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire que la tête reste le plus alignée possible? Mais c'est sûr qu'il ne glisse pas trop vers le haut, ni trop vers le bas, ni en avant, que c'est pas un petit peu tourné tout de travers. Également, il stabilise aussi la colonne durant les nombreux mouvements qu'on va faire. Qu'est-ce que ça veut dire de stabiliser la colonne? Ça veut dire que chacune des vertèbres occupe la place optimale et la mieux alignée possible par rapport à la vertèbre en dessous. Ça veut dire que les vertèbres ne se déplacent pas sur le côté, ne se déplacent pas trop en avant.
que la cambrure au niveau du dos ne s'exagère pas trop durant un mouvement, ni qu'elle n'est pas suffisante. Donc, c'est ça la stabilité de la colonne. Et donc, effectivement, le psoas, c'est ça son rôle principal, c'est de stabiliser autant ici, la partie au niveau de la hanche, autant au niveau de la colonne. C'est ça le danger aussi quand, en présence d'une douleur, que ce soit une douleur ici, que ce soit une douleur ici, quand on n'identifie pas la bonne cause, ou quand on va juste voir une vidéo sur Internet intitulée Yoga pour le psoas, et là pendant 30 minutes on n'a que des étirements pour le psoas et rien d'autre, tandis que notre problème n'est pas du tout un psoas qui manque de souplesse. Ben, vous savez, un muscle qui se fait trop étirer sans avoir de bonnes raisons à être trop étiré, il perd un peu en proprioception, il perd en force. Donc en plus, si déjà en partant, le psoas n'était pas la cause de nos douleurs, en plus on l'a rendu plus faible, et donc un psoas plus faible va moins bien faire ce travail de stabilisation, autant ici que ici. Donc on va voir tout plein de problèmes qui vont s'en suivre. Oui. Et donc très bientôt, on va regarder les exercices proposés entre autres par M. Ivan Ossar pour travailler sur cette stabilité du psoas. Mais la troisième chose, avant qu'on embarque dans les exercices, c'est le psoas qui fait partie de notre chaîne myofasciale antérieure profonde. Donc, les chaînes myofasciales, c'est quoi? Nanana, j'ai déjà comme beaucoup de vidéos sur ces sujets, le fascia. Donc, mon but aujourd'hui n'est pas de refaire un cours sur le fascia. Voilà, ça, si vous ne savez pas c'est quoi, je vous laisse voir mes autres vidéos. Mais là, ici, j'ai ma chaîne myofasciale antérieure profonde que j'aime beaucoup. Personnellement, j'adore travailler cette chaîne, c'est ma chaîne préférée. Parmi toutes les chaînes identifiées par Thomas Myers dans son best-seller Anatomy Trains. Donc, c'est une chaîne, oui, qui commence, là ici on ne voit pas, mais avec les muscles très profonds au niveau de la voûte plantaire. Les muscles du gros orteil font partie de cette chaîne-là. J'ai des muscles très profonds dans la région du mollet, tibia. Ensuite, les adducteurs. Donc, tout ça, ça se connecte au périnée, plancher pelvien, les muscles du plancher pelvien. Les psoas font partie de cette chaîne-là, les muscles iliaques, le diaphragme. Donc, le diaphragme, rappelez-vous-en, parce que c'est comme ultra important. Ensuite, bon, tout le fascia qui entoure les muscles, les organes vitaux, comme les poumons, le cœur, font partie de cette chaîne-là, ainsi que les muscles profonds de la gorge, les muscles de la déglutition, la mâchoire, la langue en font partie. Hein? Alors, c'est quand même intéressant de garder en tête que le psoas, il fait un peu partie de ça. Toutes ces structures-là sont connectées par un même gros morceau de fascia. Hein? Donc, autant un problème à n'importe quel de ces niveaux, en fait, peut avoir des répercussions sur les autres structures qui composent cette chaîne. Hein? Mais là, aujourd'hui, je vais plus m'arrêter vraiment sur les différentes structures dans la région du tronc, oui, qui sont toutes interconnectées. Donc, on parle ici du psoas et particulièrement la connexion entre le psoas et le diaphragme. Ici, ça, c'est certains fibres du psoas. Donc, ça, on est sur les fibres du psoas qui sont un petit peu plus hautes. Oui, celles qui s'attachent plus haut, je veux dire, au niveau de la colonne, à la jonction entre les vertèbres lombaires et les vertèbres thoraciques. Là, j'ai identifié ici en vert. Oui, donc le psoas s'attache exactement à cet endroit-là. Et, surprise, qu'est-ce qui s'attache d'autre? Qu'est-ce qui a un point d'attache aussi à cet endroit-là? Ben, c'est mon diaphragme. Bien sûr que là, vous voyez ici dans le plan sagittal, je crois que ça s'appelle. Donc, le diaphragme qui a des points d'attache un petit peu, surtout le contour des côtes aussi. Mais là, il a un point d'attache très important aussi à la jonction entre les vertèbres lombaires et les vertèbres thoraciques. Donc, c'est là qu'ils se connectent les deux. Et autant un problème du psoas va avoir un impact sur le diaphragme et vice-versa. Je pourrais vous parler ici également des carrés des lombes qui ont des points d'attache dans cette région-là aussi. Je pourrais vous parler d'autres muscles aussi, mais pour aujourd'hui, ça va être suffisant. Juste comprendre cette relation entre les deux. Donc, bien évidemment, et je sais que j'en ai déjà parlé de ça comme 1 million de fois dans mes vidéos, dans mes lives.
La respiration. Est-ce que je vous la remontre encore, la respiration abdominodiaphragmatique? On dirait que c'est comme ma petite solution magique à tout, mais parce que c'est vrai aussi, en fait, OK? C'est vrai que ça, c'est par rapport à pratiquement tous les problèmes musculo-squelettiques que vous pouvez avoir, la respiration, ça va être un élément sur lequel il faudra travailler. Ce qui ne signifie pas que ça va tout corriger, mais ça va être quand même une partie essentielle de tout le reste que vous allez faire. OK? Donc, la respiration abdominodiaphragmatique. Ça, Ivan Ossar en parle beaucoup. Il y a comme au moins 2 chapitres de consacrés sur ça aussi. L'importance de cette respiration abdominodiaphragmatique qui, lorsqu'elle est bien exécutée, mobilise également votre psoas. Et un des rôles aussi importants ici du psoas à la respiration que je n'ai pas encore mentionné, c'est que avec sa fonction de stabiliser la colonne lombaire, le psoas, il va s'assurer qu'il n'a pas trop la cambrure au niveau du dos qui s'accentue sur l'inspiration. Ouais? Donc, en fait, la force, le diaphragme, la façon comment il force sur l'inspiration, il tire un petit peu notre colonne par là, de cette façon-là. Et donc, le psoas, lui, justement, les fibres plus hautes du psoas, que je vous ai déjà montré, celles qui s'attachent un petit peu plus haut, ouais, ces fibres-là, mais ils vont à l'inverse tirer la colonne un peu dans l'autre sens pour empêcher que ça ne se cambre trop. Ouais. Donc, il y a cette synergie très intéressante entre les deux, ici, entre le travail du diaphragme et le travail du psoas. Quand le psoas ne fait pas bien ce rôle-là, là j'exagère un petit peu, mais il y a un peu ça qui risque de se produire. Une fois de plus, on va être un peu plus bloqué dans la respiration haute avec toutes les conséquences qui s'en suivent. Okay? Donc, ce que je vous montre dans toutes mes vidéos, la respiration abdominodiaphragmatique sur le ventre, ça va être un des premiers exercices à mettre en place pour un psoas problématique. Oui. Donc, je vous montre vite aujourd'hui parce que, comme je vous l'ai dit, je l'ai déjà montré 1 million de fois. Une petite couverture ou quelque chose ici pour le front. Les mains dans le dos. On s'assure de bien gonfler toute notre paroi abdominale sur l'inspiration. C'est quelque chose qui va mobiliser ces fibres du psoas qui s'attachent plus au niveau de à la jonction thoracolombaire. Ensuite, on va travailler aussi la respiration dans des positions variées, justement, en essayant d'aller chercher ce mouvement tridimensionnel sans trop cambrer notre dos. Okay? Ça va être un élément très important. Ensuite, si on découvre que quand on a fait le test sur la table, que effectivement, on a le psoas qui est un petit peu plus raccourci. Là, ici, on parle des fibres du psoas qui s'attachent un peu plus bas au niveau de notre colonne. Ça peut être intéressant de travailler un peu avec une balle, de faire un peu de relâchement quand même. Oui. Donc, la balle, elle sera placée à peu près ici. Par ailleurs, ça se peut que vous allez viser ici pas uniquement le psoas, mais également le muscle iliaque, dont je vous ai comme pas beaucoup parlé au final d'aujourd'hui, mais souvent aussi, quand on va avoir des douleurs ici, on va penser que c'est le psoas. Souvent, ça va être aussi le iliaque. Mais dans tous les cas, si voilà, il a une raideur dans cette région-là, une balle, ça c'est quelque chose qui ne fera pas de mal. OK, dans tous les cas. Et là, ici, ça va être très important de coordonner avec la respiration. Oui. Donc, au départ, on va juste coucher sur la balle, on explore. Ici, il a un petit peu de sensibilité dans la crête iliaque. On peut tester des endroits un petit peu différents. On commence juste par respirer ici avec notre respiration abdominodiaphragmatique. Ensuite, on peut rajouter aussi la flexion du genou. Donc là, ici, j'inspire et j'expire. J'inspire. Comme ça va étirer un peu le fascia. Quand je fléchis le genou, ça peut accentuer un petit peu le relâchement. Okay?
Donc, on peut tester les deux côtés, voir comment ça va. S'il y a un côté qui effectivement est un petit peu plus sensible, on peut se concentrer de ce côté-là. Voilà, ça peut être sympa à faire. Comme ça, ici, on a également des raideurs, des déblocages au niveau du diaphragme. Parfois, relâcher cette région-là va aider également à relâcher un peu le diaphragme. L'exercice fortement conseillé avec lequel commencer à travailler sur la stabilité de notre psoas, donc cette fonction stabilisatrice de la tête du fémur dans le condyle, ainsi que la fonction stabilisatrice de notre colonne du psoas, c'est l'exercice suivant. Donc ça, ce serait la position de base. Mes élèves la connaissent bien. Ouais. Donc, notre rôle ici, c'est déjà dès le départ, s'assurer qu'on a une position neutre au niveau du bassin, donc pas trop cambré. Bon, s'il y a un tout petit espace, c'est OK. Oui, donc pas besoin de trop forcer non plus, voilà. Mais bon, on trouve ce juste milieu, oui, entre les positions du bassin. Il faut que ce soit le plus neutre possible. Ensuite, à partir de cette position, on se concentre sur notre respiration abdominodiaphragmatique et c'est là que vous allez travailler sur la capacité de votre psoas à stabiliser la colonne sur l'inspiration. Donc, vous allez vous assurer, en allant en cherchant le mouvement tridimensionnel, vous assurer que votre dos ne se cambre pas, que la position reste neutre. Oui. Oui. Donc, au départ, Ivan Ossar suggère de le travailler avec les pieds soit appuyés sur quelque chose ou encore les jambes posées, vous savez, sur un gros ballon, par exemple, ou même sur une chaise. Mais ensuite, on travaille sur ça sans le mur. Donc, on va adopter exactement la même position, comme ça ici, sans le mur. Donc, ça fait travailler un petit peu plus, entre autres les abdominaux. Ça ne fait pas que travailler les psoas, ça, vous avez compris. Ça fait travailler tout l'ensemble. Et de toute façon, c'est ça qu'il faut. Apprendre aux muscles de cette région-là de travailler tous en harmonie. Et le psoas en fait partie. Okay? Donc déjà, on apprend à tenir cette position tout en respirant avec la respiration tridimensionnelle. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est, donc, je garde les chevilles fléchies. Là, il faut que je recule un tout petit peu pour pouvoir refaire la démonstration exacte. Et là, j'apporte une petite modification. Mes élèves là, qui me suivent depuis longtemps, on ne va pas faire comme d'habitude. Parce que là, j'étais... Là, ce que je fais, je garde mon genou à 90 degrés durant le mouvement. J'inspire, j'expire et je reviens. Donc, mon genou, je ne le déplie pas du tout. Je le garde comme ça. J'expire. J'inspire. J'expire. Et donc là, votre psoas travaille à stabiliser la colonne lombaire en empêchant votre dos de se cambrer. En même temps, il y a un travail de stabilisation de la tête du fémur dans le codyle qui se fait. Et donc, idéalement, on fait ça environ 2 séries de 5 à 10 répétitions. L'essentiel, ce n'est pas le nombre de répétitions, mais c'est de le faire vraiment en conscience, en surveillant tous les éléments. OK? Ensuite, pour s'assurer aussi et pour entraîner notre psoas à bien faire son travail de psoas, les choses qu'on peut vérifier à partir des squats. Et c'est la chose suivante. Donc, on place les pieds, on va dire parallèles à une certaine distance qui va un petit peu varier d'une personne à l'autre. Et là, normalement, quand on a le psoas qui contrôle bien le mouvement de la colonne, au départ, quand je descends en squat, je suis un petit peu plus en antéversion. Et là, plus je vais descendre,
plus mon bassin va partir en rétroversion ici. Okay? Donc là, on fait ici une sorte de squat complet. En fait, et on s'assure, est-ce que c'est bien ça qui se passe? Au départ, je suis plus en antéversion et plus je descends, plus mon dos se laisse s'arrondir. Et on remonte de la même façon. Ça, c'est ce que je viens de vous montrer. Oui? Ça, justement, quand le psoas contrôle bien le mouvement durant la descente, vous voyez qu'au départ, on est sur plus l'antéversion du bassin. Et là, on descend, le bassin part plus en rétroversion. Oui, je trouve cette image très intéressante. Et, autant, qu'est-ce qu'on fait si on a du mal à faire ça? Moi, je séparerai un peu cet exercice en deux. Donc, d'abord, de se concentrer à travailler avec les postures de la chaise, oui, style posture de la chaise, en yoga, en travaillant ici sur mon antéversion. Oui, dès le départ. Et ensuite, à côté, on peut travailler aussi sur tous les roll-ups. Le roll-up, c'est ça ici, hein. Hop, le roll-up, l'arrondissement du dos, je travaille sur ça, à faire le mouvement le plus lentement possible. Je travaille sur mon malasana, la posture de yoga, au besoin avec les briques de yoga sur les talons. Ouais, on va travailler vraiment sur cette rétroversion-là. Donc, on travaille les deux séparément, en gardant en tête que un bon contrôle, ce serait vraiment antéversion qui ensuite se transforme en rétroversion. Je voulais vous montrer un autre exercice. Oui, désolé, on va le voir parce que je pense qu'il est important quand même. Oui? Parce que c'est un exercice à la fois qui travaille sur le psoas, mais également sur les quadriceps. Vous savez, quand je vous ai parlé de cette différence qui est importante à faire entre le problème de souplesse au niveau du psoas versus le problème de manque de souplesse au niveau des quadriceps, je vous ai montré le test quand vous êtes à genoux. Ouais. Donc, si vous découvrez que vous n'arrivez pas à faire la rétroversion du bassin à partir de cette position-là, comme ça ici. Donc, tel que je vous l'ai dit, des fortes chances que là, ici, ce soit raccourci. Alors, l'exercice qui va être bien par rapport à ça. Attention, il n'est pas super facile non plus comme exercice. C'est normal que vous ne l'ayez pas du premier coup. Donc, au départ, mes genoux sont quand même un peu ouverts. Comme ça ici. Les chevilles sont en flexion, les faces dorsales, les chevilles posées au sol. J'aime bien mettre mes mains ici sur les hanches de chaque côté. Donc, quand on descend de cette façon-là ici. Vous voyez, hop, mon dos se penche, même principe que quand on fait la chaise. Ouais, donc je maintiens un peu plus une antéversion, le tronc est penché en avant. Ouais. Ensuite, je fais la rétroversion de mon bassin et le plus loin que je peux, en utilisant mes quadriceps, j'essaie de revenir en gardant cette rétroversion. C'est sûr que si c'est difficile pour vous, ça va prendre du temps, ça va prendre de la pratique. Au bout d'un certain temps, si vous avez les quadriceps raccourcis, peut-être à partir de là, hop, le dos va se recambrer. Ouais? Donc, c'est pas grave, on continue à travailler jusqu'à là où votre corps vous le permet. Et petit à petit, on va arriver à maintenir cette rétroversion jusqu'au bout. Mais il faut être patient. OK? Bien évidemment, en plus de travailler ici un peu sur la souplesse, mais une souplesse active, en fait, de vos quadriceps, ça travaille aussi sur votre psoas, cet exercice. Oui? Autant au départ, quand je descends ici, le psoas, il maintient ma colonne bien stable. Tu sais, ça fait en sorte que je me... Voilà. Parce que si on a le psoas qui fait mal son travail, autant en descendant, on peut avoir tendance à arrondir un peu trop le dos. Autant en remontant, on peut avoir tendance à trop le cambrer. Donc, de faire un peu l'inverse, oui, de ce qu'il faut faire.
Donc, autant ici, on se travaille, autant ici, j'ai les quadriceps qui se font étirer de plus en plus tout en restant contractés pendant que je me relève. En même temps, j'ai les psoas qui travaillent en stabilité aussi. Donc, c'est vraiment très, très intéressant comme exercice. Je l'aime beaucoup. C'est un exercice qui rééquilibre bien la position du bassin et travaille bien sur les muscles stabilisateurs de cette région-là ici.